Voilà. Bon, après, il a fait le stage à l'université Paris 7, un stage postdoctoral, et puis une autre à l'université de Liège. Et il est depuis 2017 chercheur au CNRS, affecté au l'abri à Bordeaux. Et puis pour cette année ici, il est également affecté à l'IRL CRM CNRS ici. Donc, ce qui nous donne l'occasion d'échanger avec lui au cours de l'année. Alors, ces travaux récents portent sur la, la dynamique symbolique, les pavages périodiques, notamment au moyen de construction de trucs de Wayne associés au nombre métallique. C'est ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, dans la fin de l'exposition. Dans la fin de l'exposition. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Franco. C'est un plaisir d'être ici pour vous parler. Merci d'avoir bravé la grève de métro et d'être présent aujourd'hui. Donc, je suis content, je suis gentil de parler de ça, parce qu'avant, je ne travaillais pas sur des travaux périodiques. Et le moment où j'ai commencé à travailler sur ça, c'est après une conférence que j'ai vue ici au CRN, en particulier avec deux exposés de Pierre Koukaris et de Pierre Rao, qui m'ont inspiré. Et depuis tout le temps, je travaille beaucoup sur ça. Et en gros, l'exposé d'aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai fait depuis 8 ans. Et à la fin, on va parler des nombres métalliques et des résultats des classes. Et en effet, donc cette année, je suis à Montréal, dans le laboratoire qui s'appelle IRL, CRM, CNRS, c'est un ici. Euh, voilà, je vais parler au début de ces jours, comme ça on peut commencer la discussion. Donc, avant de faire des matchs, un tout petit peu de pub, là, parce que Bordeaux m'a demandé de faire un publicité. Donc, à Bordeaux, si vous voulez faire une sabbatique, à Bordeaux, il y a le programme Business Explorers, qui est très bien. Il y a Casey Mann et Jennifer Migler de l'Université de Seattle qui ont déjà profité, ils ont travaillé avec moi cette année de la pandémie. Il y a aussi des programmes de cours de soutien. Donc, si vous avez des bons candidats en tête, ou si vous êtes un étudiant qui a envie de faire une double formation dans deux pays en même temps, il y a ça qui est bien. Et cours de soutien, ce qui est bien, c'est qu'on a une formation dans deux pays, des contacts dans deux pays. Donc, si jamais on ne trouve pas un travail dans un pays, on peut essayer dans l'autre. Et à Bordeaux, il y a deux instituts qui sont bien, donc l'Institut de mathématiques de Bordeaux et l'Abri de je passe. Voilà. Donc aujourd'hui, plusieurs je vais faire une introduction. On va faire des choses faciles et intuitives. Il y avait des trucs plus formels dans la section 6 des résultats, mais jusque-là, on va faire des choses intuitives. L'objectif, c'est de traduire des idées, transmettre des idées, des intuitions plutôt que trop formalistes. Donc, je vais rappeler des définitions en 1D des cristaux. Ensuite, je vais présenter les trois petits ensembles de la périodique qui ont été dans les années 80 et 70. Et ensuite, on va étudier un en particulier et on va finir avec le restant tube de Wang associé au nombre de l'hôpital. Alors, commençons. Alors, une de mes motivations pour moi, c'est de comprendre les structures globales qui émergent à partir de règles locales. Donc, par exemple, comprendre la structure des flocons de neige, ça fait un peu partie de ça. Parce qu'il y a un livre de Kenneth Brecht sur le sujet que je vous recommande d'aller lire, c'est sur sa page web, qui raconte un peu ça. Et donc, ce qu'il raconte, il y a 35 types de flocons différents. Et ceux qu'on connaît, de ce type-là, c'est juste une sorte des 35 types. Et c'est en lisant son livre que j'ai découvert celui-là qui s'appelle Cap Randoms. OK? Et j'y croyais pas, comme ça, je croyais pas. Et en 2018, en février 2018, je suis revenu au Québec, là, j'étais dans la cabane à sucre de mes parents, à la maison. Ça neigeait dehors, je vais dehors. Et là, j'ai mis une mitaine noire. La neige, elle fondait tout de suite. Donc, j'ai mis ma neige, la mitaine dehors un peu. Ensuite, observer, et j'en ai vu. Donc ça existe, les cartes. Et ils expliquent comment c'est formé. Quand le feu il a tombé, il y a eu une première étape et une deuxième étape. Et dans les conditions, voilà, c'est des choses comme ça qui m'intéressent. Et tout de suite, il y a des questions qu'on peut se poser. Comme par exemple, dans le livre, on dit qu'il n'y a pas deux flocons pareils. Tous les flocons sont différents, mais pourtant, quand on regarde un flocon, qu'est-ce qu'on voit quand on observe, quand on regarde, quand on parle de branche? On voit la symétrie. Alors, si deux flocons sont différents, pourquoi est-ce que les mêmes branches de même flocon sont pas?
C'est une question que j'aime bien, qui est répondue dans son livre. On peut en parler à la réception après. Euh, donc, plus proche de l'exposé d'aujourd'hui, on va regarder des structures plus régulières et solides, en fait. Donc, par exemple, la pyrite, quand vous regardez macroscopiquement, vous voyez les cubes apparaître. Ça émerge de comment les atomes, les molécules se situent les unes par rapport aux autres. Donc, on regarde à l'échelle atomique en 3D, chaque molécule a 6 voisins. Ils vont derrière, en haut, en bas. Et c'est ce qui fait qu'on voit des cubes apparaître. Dans les années 80, ils ont trouvé des cristaux dont la structure ne pouvait pas être expliquée par des groupes cristallographiques qui avaient été déjà classifiés par les mathématiciens avant. Et assez rapidement, ils ont fait le lien avec les barrages de Bernoulli, qui avaient été découverts un peu avant les années 70. Et il se trouve que les atomes ici sont structurés un peu comme les barrages de Bernoulli. Aujourd'hui, on va étudier plutôt, on va oublier la physique un peu, mais on va étudier plutôt les barrages en D qui sont non périodés, comme le barrage de Bernoulli. Les livres que j'aime bien dans le domaine, je viens de 64 que j'ai listé. Celui de Grandburn et Shepard, c'est pour le début de la théorie, mais quand même deux chapitres sur les barrages à périodique. Il y a plein de questions qui sont dedans. Ensuite, Marjorie Sénéchal a fait un bon livre dans les années 90 qui commence à formaliser les choses. Le livre de Phileas Fogg, cette fois, c'est un livre de surtout la culture marseillaise, mais qui s'ajoute la notion de dynamique associée à la discussion des théorèmes, on va les expliquer en termes de dynamique. Et les Allemands, avec Michael Blackie et Uwe ont écrit un super livre en périodique pour eux, plus récemment, dans lequel on formalise, on explique mieux ce qu'on appelle coupe et projection. Je vous explique tout ce que c'est exclusivement. Qu'est-ce qu'on veut dire par coupe et projection? Donc, si vous prenez un barrage de Penrose, vous pouvez, en fait, toutes les arêtes, deux types de parallélogrammes, de moins et de large. Et vous avez 5 orientations d'arêtes. Vous voyez les 5 ici, là, au milieu. En fait, ils sont parallèles aux racines cinquième de l'unité. Donc, on peut imaginer, donc, la construction qu'on peut faire, on peut imaginer qu'ici, on est à l'origine, en R5, et on va associer un vecteur E1, E2, E3, E4, E5 à chacune de ces arêtes. Et ça nous permet de donner une coordonnée en dimension 5 à chacun des sommets du barrage, parce que le chemin qu'on prend pour aller, la coordonnée qu'on pilote ne dépend pas du chemin qu'on prend pour y aller. Parce que si vous faites E1 plus E2, c'est la même chose que faire E2 plus E1. C'est quand on se fait comme ça qu'il peut. Donc on peut associer de façon unique, une fois qu'on a choisi une origine, une coordonnée en dimension 5 à chacune des sommets. Après, on peut se poser la question, ils sont où ces sommets? Et on regarde dans la R5, ils sont où? Ils sont situés le long d'un espace vectoriel de dimension 2. Et à quelle distance? Très proche, le plus proche qu'on peut imaginer. Autrement dit, ils sont glissés en hypercube de dimension 5 le long de cette espace vectoriel, définition d'un plan épais. Et c'est exactement les points à coordonnées entières qui sont dans ce plan épais. Que vous reprojetez sur le plan, et là vous obtenez le barrage avec les 5 orientations. Et elle, c'est que, bon, il y a plusieurs rotations possibles des faces, là, mais chaque face va être projetée dans une façon. Ça, c'est les barrages de Ferrand. Et on appelle ça coupe de projection parce qu'on a un réseau, donc ici 2 vers 1, on a un réseau dans R2 et Z2 dans ce cas-ci. Je glisse mon cube, mon carré, ça me définit une bande, je coupe mon réseau par cette bande et après je projette. On coupe, je fais de projection. Donc on peut faire dans plein de dimensions. On peut obtenir en 5 vers 2 les barrages de Ferrand ou en dimension 2 vers 1, c'est l'école que ça. Donc ça a été remarqué par De Bruyn en premier, là, qu'on pouvait voir les barrages de Pérouse de cette façon-là au début des années 80. Ok, donc là, on va faire ensemble de la cristallographie en 1D pour se familiariser. Donc il y a deux cristaux qu'on peut faire en une dimension. Donc le premier, c'est vous prenez les nombres entiers et vous allez mettre des cristaux rouges ou bleus, des atomes rouges ou bleus, sur les nombres entiers selon son paire ou impair. Ok, ça c'est le premier. Je l'ai apporté ici, ça, je l'ai avec moi. Ça, c'est le premier cristal qu'on peut étudier.
Donc là, en fait, l'objectif ici, c'est qu'on peut comprendre les nombres pairs et les nombres impairs. Ok. C'est très facile comme question, mais c'est exactement la même question qu'on va se poser pendant tous les cours. On commence avec la base. Alors, on veut comprendre les nombres pairs et impairs. On va utiliser un cylindre. Ça, je vais choisir le bon cylindre quand même. On va entourer notre cristal autour du cylindre. Et là, vous allez voir apparaître une structure. Si je le sers bien. Qu'est-ce qu'on va apparaître là? C'est bien, comme ça. Vous voyez les. J'avais besoin de si je sers bien, tous les atomes bleus sont de côté, tous les atomes rouges sont de côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris. Comment on peut formaliser l'idée d'avoir compris les nombres pairs et les nombres impairs? Par la taille du cylindre qu'on a utilisé, par rapport à la distance entre les deux atomes. Donc, si je fais le ratio entre la distance entre deux atomes et la circonférence, j'ai le nombre une demi. Ça paraît, c'est la fréquence. On va appeler ça la fréquence. Donc là, j'ai compris les nombres pairs et impairs parce qu'ils ont fréquence une demi. Et une fois sur deux, on est un nombre pair. Voilà. Donc là, il y a un autre cristal qui est un peu plus intéressant qu'on peut considérer. C'est plutôt que d'écrire les nombres en base 2 et regarder ce nombre l'unité 0,1 qui définit le nombre pair et impair, on va plutôt les écrire en base Fibonacci. C'est connu qu'on peut écrire tous les nombres en somme de nombres de Fibonacci, non consécutifs. Et vous allez écrire ça en écriture un peu comme les nombres de base 2. Et vous allez définir pair et impair selon que ça finit par 0. Là, tout de suite, vous observez que des fois, il y a des nombres pairs consécutifs. Donc, il y a un peu plus de nombres pairs que de nombres impairs. Alors, vous faites, vous construisez le cristal. Et là, vous le retrouvez autour du cylindre. Et donc, ça, c'est la première expérience qu'on va faire. Et là, on n'aime pas ce qu'on voit parce que les points rouges, les points bleus, oubliez les points noirs pour le moment. Dont proche des zones du compte. Donc, on n'a pas trouvé la bonne fréquence. Alors, on va utiliser une autre fréquence, et la canne de sirop. Et là, vous y allez. Je vais faire bien là, que ça ne soit pas. Vous entourez votre cristal autour de la canne de sirop. Et là, on va voir quelque chose apparaître. Voilà. Là, j'ai fait bien. Rapprochez-vous, vous allez me dire ce que vous voyez. Donc là, vous avez vu ce qui se produit? Qu'est-ce qui se produit? On a les points rouges ensemble et les points bleus ensemble. Et les points noirs, c'est les points -1 ou -2 que j'ai mis en noir. Et où est-ce qu'ils se trouvent? Le point noir, j'en ai un ici. Et le point -2, il est là. Ça, si vous voyez où il se trouve par rapport au point rouge et au point bleu, il découpe. Donc, on a un choix pour eux. On peut les mettre soit bleu-rouge ou rouge-bleu, ça va marcher. On ne peut pas les mettre rouge-rouge ni bleu-bleu. On va en bleu après. Donc ça, bien sûr, on peut le faire dans l'ordinateur. C'est la suite. Donc si vous faites le premier cristal avec un ordinateur, vous allez obtenir la même chose. Donc ici, comme les points sont les uns par-dessus les autres, c'est bien des fois juste de mettre un petit epsilon pour s'assurer, ah oui, ils sont bien tous rouges, ils sont ici. Et ça, c'est la fréquence de demi pour la bande 2. Et quand on écrit un nombre avec la somme, avec les nombres de Fibonacci, on va beaucoup plus loin, vraiment deux intervalles qui apparaissent. Okay. Et quelle fréquence est-ce qu'on utilise? C'est le nombre d'or. C'est mieux que vous auriez pu mesurer. Vous auriez vu que c'est à peu près 1,6, le ratio entre les deux intervalles. Bien sûr, on peut faire ça pour le ratio quelconque. Je peux prendre n'importe quel alpha.
j'ai un intervalle alpha pas plus grand que l'autre, et ça va me donner des seuils. Si on continue avec des nombres d'or, ce qui est intéressant, vous avez déjà vu la distance entre les deux points noirs, c'est exactement la longueur des deux intervalles. Donc si vous regardez les motifs que vous voyez, comme vous faites un saut de la longueur du petit intervalle, jamais vous allez voir deux fois bleu consécutif. L'intervalle qu'on écrit, c'est un intervalle fermé ou ouvert. Donc, si vous êtes à la limite, vous allez faire bleu-rouge, mais jamais vous allez faire deux pas dans la région rouge. Donc, vous allez voir rouge-rouge, bleu-rouge, rouge-bleu, mais jamais bleu-bleu. Donc, en particulier, vous avez trois mots de longueur 2, donc vous avez complexe. Et en général, vous avez n plus un mot de longueur n. Vous allez réfléchir un peu, le combien de mots de longueur 3, si vous réfléchissez un peu, vous allez en avoir 4. Parce que cet intervalle-là, vous voyez ici. Voilà, donc là, vous obtenez des mots de complexité n plus 1. Et avant de voir le théorème qui suit, c'est bon si on veut formaliser des ceux de ce type-là, on peut les écrire comme ça. Parce que si vous avez imaginez que votre cercle, vous l'écrivez comme étant 0, 1, l'intervalle de 0 à 1, vous voulez dire si un point est dans un des deux intervalles, vous pouvez l'écrire comme ça. Ou alpha, c'est la longueur d'un des intervalles. Vous faites x plus alpha. Si jamais je dépasse l'entier suivant, ben, je vais avoir une différence de 1 ici. Si je suis en dessous de 1 moins alpha, je vais être 0. Donc, on peut encoder le fait d'être dans un intervalle et l'autre avec ça. Et le rho, c'est le point de départ qui nous permet de choisir notre point de départ. Okay? Voilà. Donc là, ça nous permet ça de comprendre le théorème de Morse-Joule. Ça, c'est vrai pour tout alpha. Donc, eux ont démontré que si vous avez une suite de complexité n plus 1, une suite, c'est une suite bien finie de binaire, si celui-ci, c'est un mot mécanique, c'est-à-dire qu'il a été obtenu en faisant des différences de fonction plancher de l'orbite alpha L, de notre fréquence dans le voilà. Et il y a toujours un choix d'utiliser la fonction plancher ou la fonction plafond, et c'est là qu'on donne le choix de considérer les limites de tout intervalle comme étant fermé ou ouvert, fermé. On est obligé de considérer les deux possibilités si on va il y a un côté qui est facile dans cette preuve, c'est que si vous prenez un collage de rotation ou un mot mécanique, c'est facile de démontrer que c'est une complexité n plus 1. Ensemble, à cette vitesse-là, on a déjà compris qu'il y avait trois mots dans longueur 2. C'est ça. Et 1 plus 2 sur 4 plus 0, voilà, c'est n plus 1. C'est facile. Par contre, c'est beaucoup plus difficile, c'est de faire ça. Je vous donne un mot de complexité n plus 1. Trouvez alpha, trouvez rho. C'est difficile. Okay. Et la preuve, j'aime bien la preuve qui est expliquée dans le livre de Pythéas Rock, le chapitre par Pierre Arnoux. Et quand je demande aux Marseillais qui a compris ces trucs-là, eux ils me disent en fait c'est Rosy qui avait compris ça, c'est le fond qui a participé à la création du CERN à Marseille. C'est dans la 2014. Alors, on doit y arriver, on doit y aller de deux façons. On va désubstituer. Donc, comme on a, pardon, donc, comme les B sont isolés, on a, les atomes rouges, les atomes bleus sont isolés, on peut les coller avec leur atome suivant. On peut voir ça comme un atome et on les substitue. Et quand on les substitue, on réobtient le développement en fonction continue de l'alpha. Et ensuite, pour obtenir ρ, on va l'obtenir avec le développement du système de numération de Strauss. Bref, c'est juste pour ça, c'est bien côté compliqué. Il est associé à la théorie des nombres, fonction de premier retour, c'est dynamique, c'est super intéressant. Et c'est un peu ça qu'on va devoir généraliser en sciences plus grande, parce qu'on va avoir à faire face un peu à ce genre de problème-là, comme tu dis, des barrages en 2D. OK. Les barrages en 2D. En particulier ceux qu'on peut obtenir avec des photobons. Donc ça, c'est un extrait d'un article de Wong en 1961, dans lequel, au début de l'article, c'est un peu au milieu, il propose des plates, il appelle ça plates c'est des trucs de Wong. Donc c'est des carrés limités avec des étiquettes sur chacun des on peut paver le plan avec des copies de chacun des tuiles, de telle sorte que quand on colle deux tuiles, on partage la même étiquette sur le côté courant. Donc là, dans son article, il dit, bon, si on prend ces tuiles-là, ABC, je peux mettre A, B, C, côte à côte, et c'est valide. Si j'ai 2 avec 2, j'ai 3 avec 3.
Aussi, je peux aller verticalement vers le haut en faisant ABC, parce que j'ai 3 avec 3 et 5 avec 5. Et à l'extérieur, ça marche aussi. Donc, si vous regardez les étiquettes à l'extérieur, c'est 3, 5, 4, 3, 5, 4, et 1, 3, 2, 3, 2. Donc, on obtient un rectangle cyclique. Il appelle ça un rectangle cyclique, juste en dessous. Et après, il pose the fundamental conjecture. C'est comme ça. Si, si j'ai un rectangle cyclique avec des tuiles, je pave le plan. De façon périodique. Je répète mon rectangle cyclique partout et je peux paver le plan. Mais réciproquement, si j'ai des tuiles qui pavent le plan, est-ce qu'il existe sinon un rectangle cyclique? C'est la question qu'il pose. Qui a été répondu fausse par son étudiant quelques années plus tard. Avant d'expliquer ce que Berger a fait, j'aimerais ici présenter un tout dilemme, là, parce que quand on a un rectangle cyclique, on a deux périodes. Mais aujourd'hui, dans l'exposé, on va tout juste on va définir périodique comme s'il existe une période. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est la même chose. Question, c'est quoi le cyclique rectangle, c'est un milieu? Oui, le rectangle cyclique, c'est ça. C'est cette configuration-là. J'appelle ça le rectangle cyclique. Je vais utiliser le même mot, là, mais c'est un pavage de périodique et qui est doublement périodique parce qu'on a deux vecteurs de confrontation. Et là, ce que l'élève, on peut trouver, c'est vous avez un ensemble de trucs de Wall. Donc, s'il existe un vecteur K non nul, tel que en sigma, c'est le shift. S'il existe une configuration, aujourd'hui, j'ai noté oméga t l'ensemble des configurations valides de plan par les valeurs T. C'est l'ensemble des fonctions de Z2 dans T qui sont valides. Alors, s'il existe une configuration et un vecteur, et que si je shift la configuration par le vecteur K, j'obtiens encore le même barrage, ça c'est périodique, alors il existe W', une autre configuration, et doublement périodique. Ben, il existe un rectangle cyclique. Je vais faire la preuve sur ce tableau-là. Supposons que notre vecteur il est vertical, c'est le même argument, c'est n'importe quel angle, ça simplifie le dessin. Donc là, supposons que vous avez une bande infinie comme ça, qui se répète. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la même chose que ce que vous voyez là. Et en particulier, ici, vous avez les tuiles de Rouen, là. A, B, C. Donc, vous voyez les mêmes ici. Les mêmes étiquettes qui sont partagées sur toutes ces étiquettes des nombres. Vous avez un nombre fini de tuiles. Donc là, ensuite, vous regardez les mots que vous voyez verticalement sur les nombres. Quand vous avez une bande infinie, forcément, ici, il va y avoir deux endroits, par le principe de Dirichlet, il va y avoir deux endroits où on voit le même nombre. Peut-être ici et ici. D'accord? Donc là, ça donne un rectangle cyclique. Donc, vous pouvez effacer votre W et remplacer une fonction W' en faisant des copies. Donc en 2D, avoir une période, c'est un inventaire. Par contre, c'est pas vraiment en 3D. C'est juste une période en 3D, vous pouvez pas en inventer les trois. Si on avait deux en 3D, on avait une troisième. Donc la notion apériodique, elle est différente dans une notion plus longue. Et pas tout le monde s'entend sur qu'est-ce que devrait être apériodique. Dans un article récent de Terence Tao et Rachel Houfeld, trouve la périodicité en fonction des têtes d'écran. En fait, c'est pas apériodique dans le sens de macro-paquet. On dit c'est ça. Apériodique, il n'y a aucune période dans une section. Eux, ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a une direction dans laquelle c'est pas périodique. Ils appellent ça périodique. Voilà. Mais c'est récent et c'est des conflits, je pense. L'objet de prendre l'émission. Mais moi, là, vous avez compris, c'est qui est important. Euh, donc, Berger, l'étudiant de Wang qui a prouvé l'existence d'un ensemble de d'études de Wang apériodique, il a démontré on peut réduire toutes les machines de Turing à un ensemble de d'études de Wang. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, vous prenez une machine de Turing, je ne vais pas la définir aujourd'hui,
Imaginez que c'est juste un ordinateur, c'est privé. Donc, vous avez un ruban, et vous avez un nombre fini d'états, vous avez des actions selon dans quel état, et dans quel est le symbole, la position où vous êtes actuellement, etc. Donc, comme c'est une information finie, en fait, vous pouvez traduire ça en un ensemble d'études de Word. En gros, l'état du ruban, vous allez le recopier, vous allez faire un pavage avec. Ça, c'est un peu ça l'idée. De telle sorte que l'ensemble d'études de Word pave le plan si seulement si la machine de Turing ne s'arrête pas. Si la machine de Turing ne s'arrête pas, en fait, elle pave le plan infini. Si elle s'arrête de calculer, ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est exactement le déficit du développement? Ah, Tu avais donné un exemple, ce n'est pas comme ça. ben, sur le Word, oui, bien sûr. Un tuile de Wang, c'est un ensemble de. Moi, je le vois de façon discrète. Donc, quand je vais parer, je parle de Z2. Donc, vous avez un alphabet de labels vertical, vous avez un alphabet de labels horizontal. On peut prendre H, B, deux ensemble. Et l'ensemble de tuiles de Wang-unité, c'est un sous-ensemble de H, fois B, fois H, fois B. Avec ensemble de points. Donc, si A, B, C, D appartient à ça, ça représente, là j'ai mis horizontal, bah, soit je prends vertical, on commence A, B, C. Donc ça, c'est une suite de Wang. C'est un élément de cet ensemble. Et ici, les ABCD, c'est représenté comme le petit. Non. Oui, ici, c'est une représentation géométrique. Oui, en effet, c'est une bonne question. Là, vous avez vu ça, c'est ma représentation géométrique d'études de Wang découverte par Jean-Yves Leroux. On le voir plus tard. Donc, ça c'est 3. En fait, on peut réobtenir les labels, c'est le nombre de postes. Donc, ça, c'est 2, 3, 1, 3. On peut obtenir là-dessus de Jean-Yves Leroux comme ça. Je le reconnais en base, quoi. Parce que quand je l'ai fait, je les ai découpés au laser, ces pièces. Si je découpe des pièces, des carrés unités, je sais pas très intéressant. Il faut créer une belle géométrie pour avoir un truc équivalent. Donc, c'est ça. C'est juste une représentation géométrique. Voilà, donc ça nous permet de conclure que le problème du domino qui consiste à dire, étant donné l'ensemble de ceux de l'infini, est-ce qu'on peut avoir le plan plus bas? Ça, c'est un problème qui est non décidable. Et au corollaire, c'est qu'il existe, il doit y exister un ensemble de ceux de la période. Mais le berger en a construit un. Il n'a pas juste trouvé qu'il doit investir, il en a construit un. Et ce que j'aime retenir de cette slide, c'est que l'étude de Wang, il calcule quelque chose. Et des fois qu'on a, il y a un calcul qui fait. Bon, donc, je ne sais pas si vous avez une démonstration, vous essayez de comprendre quels sont les calculs qui sont effectués. Donc, donc, Berger, en 66, avait trouvé un ensemble de 104 tuiles qui était simplifié par Knut. Si vous regardez dans le volume 1 du Art of Development Programming, il donne une simplification à 92. Ensuite, il faut attendre quelques années pour que Robinson qui l'a simplifié à 56. Et Et dans l'ensemble de trucs qui est dans le pavage. dans tous les parages sont non périodiques. Voilà. Dans tout ce que j'ai écrit, les définitions, peut-être que c'est bien de définir à périodique. C'est important de le comprendre. Je vais écrire cette définition. Donc, on dit que oméga t est apériodique si oméga t est non vide et pour toute configuration dans le motif, on n'est pas périodique. C'est pour ça que c'est pas oméga k plus oméga v, alors k. Ça, c'est apériodique pour nous.
Voilà, donc aujourd'hui, on va voir plus précisément l'ensemble d'Aman, l'ensemble de Carby et l'ensemble de Chambéry. Donc l'ensemble de Carby, il est un peu différent, il y a 396, parce qu'il n'est pas substitutif, il a l'entre positif et les règles d'adjacence satisfont des équations. C'est super intéressant cet exemple-là. Et Jean Rao, en fait, ils ont trouvé en 2015, ils ont cherché le plus petit. Ils ont calculé tous les exemples, tous les cas, ils ont fait une recherche exhaustive, ils ont démontré que tous les ensembles de 10 tuiles ou moins sont périodiques ou ne peuvent pas le temps. Ensuite, ils ont lancé le calcul sur 11 tuiles et vraiment beaucoup, là, on peut bon, on peut en parler après. Ça a pris un an avec 100 CPU. Ils en ont trouvé 36 candidats, dont un faisait apparaître le nombre de Fibonacci. Dans un étude en particulier, ils ont trouvé qu'il était arrivé. Voilà. Commençons avec celui de Hamann. Donc, Hamann a trouvé ces 16 tuiles dans le plan, et jamais de façon périodique. Et Hamann, les tuiles d'Hamann sont auto-similaires, une substitution est pareille. Elle est ici devant vous. Donc, vous pouvez recoller ces tuiles de cette façon-là à droite, en faisant des blocs 2 par 2, des dominos verticaux ou horizontaux. Et là, si vous observez un numéro, par exemple 6, donc là, vous avez 6, vous regardez partout, vous avez 6 horizontalement. Et 6 là, là, et en bas deux fois. Donc là, vous regardez ici, 6, vous avez 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Bien. Vous faites ça sur chacun des labels que vous voyez là, vous voyez toujours la même chose. Et ça, c'est un recollage de ces tuiles-là. Donc en fait, vous avez une substitution. Et si jamais vous avez un barrage du plan avec des tuiles, vous remplacer chaque tuile par leur équivalent. Et là, vous avez substitué votre barrage, un nouveau barrage. Ou encore, vous pouvez commencer avec une tuile, la substituer, la substituer, la substituer. Donc, à partir d'une tuile, vous pouvez construire des tuiles, des barrages arbitrairement grands. Si vous regardez en volume 1 de Knud, là, il a écrit 4 pages sur l'étude de long, il explique que si vous avez des barrages arbitrairement grands, comme ça, vous avez un barrage à l'infini. Ça marche à l'infini. Avec l'argument de compacité, il est super bien expliqué par Knud. Donc, ça veut dire que ça vous donne une preuve de l'existence de barrages. Ils sont aussi apériodiques. Pourquoi? Parce que si vous prenez un barrage, vous pouvez le découper de façon unique de cette façon-là. Vous pouvez. D'accord, imaginons que c'est le cas. Ça veut dire que ça, c'est pour supertuiles de niveau 1, ça veut dire pour supertuiles de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Donc, à chaque niveau, vous avez des supertuiles toujours de plus en plus grandes. Donc, supposons par contradiction que vous avez une période, qui a une certaine longueur. Là, vous allez prendre des supertuiles de niveau plus grand que cette longueur. Et là, vous allez obtenir une contradiction parce que vous avez. La période vous donne deux supertuiles qui se chevauchent. Donc là, vous contradisez le fait que vous découpez de façon unique au barrage en les supertuiles. Donc tout ça, ça vous permet de prouver que c'est non périodique et que ça existe. Non vide et on est non périodique. Donc M. Hamann, ce n'était pas un mathématicien, il essayait de faire des études normales, mais ça n'a pas marché. Il était pour Asperger ou quelque chose comme ça. Peut-être pas de diagnostiqué, mais bon. Il y a un bel article de Sénéchal qui raconte son histoire. Il y a eu des intuitions merveilleuses dans les années 70-80. Il y a encore des choses à sortir de ce monsieur-là dont on parle plus. Ok, maintenant les trucs de Carrie. Donc Carrie, lui, en 96, il propose ces 14 tuiles-là. Chaque tuile faut un calcul. Donc le calcul qui est effectué ici, c'est la multiplication par Q. Donc, chaque tuile va respecter cette équation. Donc, vous avez en entrée B, vous avez en sortie D, et vous avez un left carry, un right carry. Donc, vous avez toujours l'équation que Q fois B plus C est égal à D plus A. Si vous imaginez ce qui se passe avec une tuile que vous mettez à droite qui respecte le label, en fait, les deux équations, vous allez avoir des cancellations, annulations, parce que le A ici va s'annuler avec le. Donc, on peut faire des sommes. En fait, sur des bandes, ça nous démontre que les tuiles multiplient la moyenne des labels ici. Donc là, quel Q il prend? Il a pris des entiers, des nombres rationnels petits,
pour faire des petits ensembles d'études. Donc, il a dit, en prenant 2 tiers et 2, on a cette tuile-là qui respecte ces équations-là pour 2 tiers, on a cette tuile-là qui respecte les équations pour 2. Et les vols ici les levels sur les côtés ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc, vous avez des lignes horizontales soit avec les capsules, soit avec les 10. Et quand vous avez un barrage, il y a un calcul qui s'effectue. Donc là, ici, j'ai écrit les moyennes des nombres qui sont là. Donc là, ici, j'ai tout des 2, peut-être 2. Ici, c'est tout des 1. Ici, on a une fois sur 2, c'est 1 ou un 2. Donc la moyenne, c'est 3 demi. Ici, c'est 3 quarts. Ici, c'est 9 huitièmes. Donc là, vous voyez qu'ici, on multiplie par 2 tiers, par 2, par 2 tiers, par 2. Donc imaginons que vous avez un barrage périodique. Ça veut dire que vous avez un nombre que vous avez multiplié un certain nombre de fois par 2 tiers et par 2, qui vous revenez au même. Vous les simplifiez. Donc ça veut dire que 2 exposant K, 2 tiers exposant L égale 1. Donc K et L sont 0. Donc votre rectangle il était plat, donc il n'y a pas de barrage périodique. La preuve était 10 lignes, j'adore ce donc c'est toujours été est-ce qu'on peut trouver la périodicité des autres ensembles de Tudor avec un argument comme ça. Donc là, j'en ai là-haut, il trouve ça, mais c'est un ordinateur qui l'a sorti. L'ordinateur vous a donné 3, 3, 1, 2, que moi j'ai encodé géométriquement de cette façon-là. Mais en effet, pour répondre à la question, c'est Tudor, tout cela. Et les nombres ici, ce n'est pas des valeurs arithmétiques, c'est rien, c'est des lettres ABCD. Il n'y a pas de calcul qui est fait sur ces chiffres-là. Et donc, question qu'on peut se poser, qu'est-ce que c'est celui-là calcule? C'est le plus petit ensemble à construire, c'est entre quelques fois qu'on a. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'était ma motivation. Cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il était tombé. Voilà, je sais pas. Si quelqu'un trouve mon slide, j'ai vu que le A, il est devant moi. Donc là, on va utiliser le slide. Donc, ça, j'en ai là. Et en fait, dans l'article de Jean Lénarou, il dit Ah, Fibonacci, etc. Bon, Fibonacci. Donc là, ici même à Montréal, au CRM, j'ai demandé à Michael Raoult peux-tu me donner un patch? Donc là, ici, dans cet exemple-là, je le télécharge plutôt du site web de Emmanuel Gendel. Donc là, ici, data 100.txt, c'est un fichier de texte avec 100 lignes, avec 100 lignes de longueur 100. Par exemple, la longueur ici, c'est les 100 lignes, et la longueur de la première ligne, c'est 100. Voilà, c'est bien ça. Si vous regardez le contenu de la 0e première, deuxième ligne, il y a un petit A qui ici, A c'est 10. Là-dessus, il y a 10. Donc ça, c'est le pH qu'on voit. Donc, une des premières observations qu'on peut voir, c'est que les tuiles 0 et 1 sont les seuls avec le label 2 à gauche et à droite. Donc quand vous avez tuile 0 quelque part, sur cette ligne-là, vous avez que des 0 et des 1. Quand vous avez des 0. C'est la même chose qui se passe ici. Et ce que j'en ai vraiment prouve, c'est que la distance entre les 1, ces lignes-là, c'est soit 4, soit 5. Donc, ça vous donne un mot bien fini, 4, 5 comme ça. Le mot bien fini que vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait plutôt, c'est le mot Fibonacci, qui est non périodique. Donc, comme vous n'avez pas de période comme ça, si jamais vous avez une période horizontale, vous en auriez une verticale, on a vu tantôt. Donc, comme il n'y en a pas verticalement, c'est suffisant pour prouver que c'est non périodique. Ça, c'est leur preuve à eux. Par contre, eux ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe horizontalement. Donc, j'ai demandé à Michael de me donner. Donc, voilà. Là, on va faire le calcul sur le fichier de la page web de Manuel. Donc là, je regarde la ligne 35, 36 et 58. Je retourne avec. Donc là, c'est horizontalement. Là, et je vois les intervalles apparaître. Je vois les intervalles. Donc, c'est bien des codages de rotation. Si je prends deux lignes consécutives, donc 35, 36, ça ne ressemble pas du tout. Mais un peu plus tard, si je regarde 58, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ce que j'ai vu à 35. Mais ces intervalles ne sont pas exactement la même longueur. Bref, ça, c'était le début de 8 dernières années. Là. Donc, on veut comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on regarde tout le patch. OK? Donc là, on va faire tout, mais avec tout en même temps. On va tout enrouler autour du slide ici, avec fréquence, nombre d'or. On obtient. Donc là, ici, c'est un truc, j'ai pris 100, c'est comme c'est 1 par 100 pour la température de fréquence 1 sur 100, il n'y a rien qui s'est fait. En fait, ici, vous ne voyez pas, ça peut tourner encore. Là, je vais changer la fréquence en X.
On prend le nombre d'or. Donc là, on voit les intervalles qui apparaissent horizontalement. Chaque ligne. Donc là, après, faut comprendre que on a dit plutôt que la distance entre les lignes qui se ressemblent, c'est 4 ou 5. Et ça suit Fibonacci. On regarde plus de 5 que de 4. Et le ratio, c'est quoi? C'est le nombre d'or. Donc en fait, la moyenne de 4, 5, c'est 3 plus 8. 4,6. Donc là, la prochaine étape, c'est naturellement de mettre la fréquence 3 plus phi, verticalement. Donc ça regroupe les lignes qui se ressemblent ensemble. Ouais. Mais là, on n'a pas fini. Parce que il y a un problème. C'est là que ça m'a pris 3 mois à le trouver. C'était pas facile de le trouver. Déjà, je savais bien pas que j'étais sur un temps à l'époque. Il faut ajouter OR ici, à l'extérieur de la diagonale. Et là, quand vous faites ça, vous obtenez quelque chose de beau. Donc, vous voyez les polygones apparaître et qui sont cohérents à l'extérieur. Ok. Donc là, vous pouvez deviner les sommets et donc les pentes. Et c'est pratique de renormaliser euh, et passer à celle-ci. Donc là, on faisait telle fréquence, modulo 1, sur un x et un y. Donc là, je vais multiplier par cette matrice-là pour que j'obtienne une action qui est maintenant d'identité. Bah, la matrice d'identité, donc pas plus 1 et plus 1. Mais par contre, ça me renormalise mon temps. Donc mon temps, maintenant, c'est R2 modulo cette matrice-là. Donc là, ici, ce qu'on regarde, c'est un domaine fondamental de R2 modulo cette matrice fois SF2, partitionné par des polygones. Et deux vecteurs qui engendrent le réseau, c'est phi 0, c'est des points noirs de phi 0, et 1 phi plus 3, c'est ce point noir-là. D'accord? Vous faites le plan modulo ces deux vecteurs, vous obtenez le domaine fondamental qui est partitionné. Donc là, ça vous donne. Et pourquoi on veut faire ça? C'est qu'après, c'est une tuile, en fait. On a l'espace physique qui correspond. Ici, c'est vraiment une tuile. Si vous voulez jouer après, j'ai une tuile, j'ai la partition. Vous pouvez mettre les tuiles directement sur la partition et vous avez la solution. Vous pouvez faire après l'exercice vous-même aussi si vous ne savez pas. Ce qu'on peut prouver ici, c'est que la partition nous génère. En fait, il y a des notations, peut-être que je devrais les définir. Cette partition-là, avec l'action de Z de R0, qui fait plus 1, on définit un langage. L'ensemble des possibles. Par exemple, j'ai le droit de faire 0,9, ça marche. Je dois faire 1,8, 1,10, 1,7, 1,3. Ça vous donne des langages de motifs valides. Tous les supports, vous avez des motifs valides. Ça, c'est ce qu'il y a ici. Et le langage définit des configurations infinies. Si vous allez définir, je prends toutes les configurations, peut-être que ce que je vois, c'est là-dedans. C'est dans ce langage-là. Là, vous définissez l'ensemble des configurations. On définit par cette action. Et je te note qui P0 R0, défini par la partition avec l'action R0. Donc ça, c'est un système dynamique sur lequel le chiffre agit horizontalement et verticalement. Et donc là, ce qu'on vient de comprendre, c'est que on a un sous-ensemble d'études, on a compris un sous-ensemble. La question, c'est est-ce que si j'oublie la partition, je vous donne les tuiles, est-ce que vous avez été obtenu à partir d'un point? Et quel? Ça, c'est plus difficile. Et c'est la même chose que la discussion qu'on a eue plus tôt pour le théorème de Morse-2. Il y a une direction qui est facile. Si j'ai un collège de rotation, c'est facile de prouver que c'est le point vertical tout ça. Par contre, si je vous donne un mot complet, tout ça, trouver l'angle de rotation, trouver le point de départ, c'est difficile. Et ça implique les fractions continues, l'induction de l'envie, comme ça. Donc, pour faire la preuve, il faut généraliser ces concepts-là dans ce monde. Donc là, ça devient plus difficile. Et c'est là que j'ai découpé la preuve en deux articles. Premièrement, on a dissubstitué les barrages. Ça nous donne un sud de substitution, une pré-période avec un truc qui est autosimilaire à 1. Ça fait un article. Ensuite, OK, on oublie l'étude de Roy, on prend les partitions des œufs de l'action, on définit la réduction de Rosy en côté, des partitions polygonales, blablabla, on fait ça, et en fait, c'est la même chose.
Donc, ça vous permet de retrouver le point d'élément de la partie spectre. Ça, c'est ce travail. Je ne parle pas dans les détails ici, parce qu'il y a trop. Juste pour vous donner l'idée que c'est un peu la même preuve, c'est inspiré par la preuve de l'homme de Montséville. Ce qui est intéressant, ce dernier slide sur le champ des variances, c'est que ça généralise des comportements connus pour les barrages de Penrose. Pour les barrages de Penrose, on connaît on appelle les Conway worms, il y a chiffres Conway worms qui émergent, et ça. En fait, on a les mêmes comportements avec les tuiles de worms. On fait ça avec ici les Jenko, etc. Regardez le temps qui reste. Une minute, hein. Je vais respecter 2 minutes, parce que je veux qu'il y ait pour le temps pour avoir des questions. Donc, je suis content d'avoir pris le temps. En fait, les sections que je m'apprête à sauter. Ok. En fait, si on prend Aman, on obtient, ça marche. Si vous prenez le veau avec le nombre d'or, vous obtenez une partition que vous pouvez voir comme ça. Quand on a une partition qui est. Chaque atome est associé à une tuile. Donc là, ici, on a 16 tuiles, on a 16 atomes dans la partition. Chaque tuile correspond à une étiquette à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc en fait, on a vraiment 4 partitions. Ça, c'est le raffinement de 4 partitions. Par exemple, si la tuile qui est là et la tuile qui est là ont le même étiquette nord, en fait, ça fusionne ici. Etc. Donc, si vous comprenez les étiquettes nord, vous comprenez les sud, parce que vous avez juste à aller en haut, vous avez la tuile en haut, qu'est-ce que c'est, et vous comprenez ce que c'est. Vous avez juste à comprendre nord et sud, parce que ça, c'est essentiellement une translation de sien par l'action. Et ce qui est magique ici, c'est que les deux partitions sont asymétriques. Et c'est ce qui est l'ensemble de tuiles d'Avant, c'est qu'ils se mettaient. On dit si vous comprenez les côtés horizontaux, vous comprenez les côtés verticaux. Donc, il faut juste comprendre cette partition. Qu'est-ce que c'est cette partition? Ça, c'est le nombre 1 sur le nombre d'or. Donc, vous avez 3 géodésiques sur le corps. Vous avez une géodésique horizontale, vous avez 2 géodésiques qui vont de ce point-là à ce point-là. La première avec une porte 1 sur phi, et l'autre en faisant 1 moins phi. Donc là, on a envie de généraliser ça. Donc, si vous généralisez ça avec les nombres métalliques, donc c'est les racines de ce point de nombre, ils satisfont exactement le fait que si vous avez 2 pentes, une pente bêta, racine de ce point de nombre et la pente 1 sur bêta, le polynôme nous donne le fait que vous allez frapper ici le mur au même point. Ça, c'est le n qui est là, c'est le nombre de fois que vous tournez autour du tore. Donc, en utilisant les nombres métalliques, on peut tricher et puis changer la partition. On fait la même chose. On fait ça avec 3. Ça nous donne des étiquettes. Et après, vous faites arrière, ça vous raffinez tout ça, et ça vous donne des régions. Chacune est associée à un level. Donc, pour chaque région, vous avez une seule demande. Et là, vous étudiez ça. Et là, vous avez le codage par l'action ici va vous donner des parages valides pour le tuile. Et la question, c'est est-ce que, si je vous donne les tuiles, est-ce que tout ce que vous pouvez faire avec les tuiles sont tenus par ça? Et là, la réponse, c'est difficile, là, ça fait écouter un peu à l'article, mais c'est oui. Ici, on a un ensemble de tuiles de Wang, à 1, 2, 3, possède n plus 3 exponentielle de tuiles, qui généralise à 1. Mais on doit les étiqueter de façon différente. Et si j'étiquette par des vecteurs en dimension 3, le premier étant 0 ou 1 selon qu'on est en dessous de ça, 0 ou 1 selon qu'on est en dessous de ça, et 0, 1, 2, 3, 4. Donc on peut naturellement étiqueter les régions par des vecteurs en dimension 3. Ça nous donne les tuiles comme ça, et ça marche pour tout tel. Mais ce qui est difficile à prouver, c'est si je vous donne les tuiles, est-ce que vous pouvez obtenir à partir de la partition? Et dans ce cas-ci, la réponse est oui, contrairement à plusieurs autres façons de travail. Donc là, il y a des résultats. Il y a des belles formules que j'aurais pu montrer. Parce qu'en fait, ça généralise Yarko Carry. Donc ici, on n'a pas de multiplication, on a des additions. Et ici, la moyenne que j'écris, c'est la moyenne des produits scalaires avec ce vecteur. En fait, les différences entre la dernière et l'entrée du milieu, vous obtenez ça. Donc ça donne une explication, des calculs de ce qu'il y a. Ah ouais, je suis en train de faire.
La seule chose que j'ai pas, c'est que j'ai pas encore la preuve de la périodicité. Donc, pour conclure, on a trouvé un ensemble de trucs ici. Les substitutifs et dont les HMO sont satisfont la. Sébastien, tu as des questions? Comme ça. Si j'ai bien compris, vous avez analysé depuis le temps et vous avez réussi à faire ça. Vous avez dit qu'il y en avait plus de bonnes sœurs. Des candidats, c'est ça que moi j'ai parlé. Oui. Pourquoi vous avez choisi celle-là? Ben, moi, j'ai pris celui que. En fait, parmi ils sont 36 candidats, ils ont pris un, ils ont trouvé que celui-là il était à la périodie. Mais les autres, la question reste ouverte. Je ne sais pas s'ils sont. Pour certains, mes journalistes pensent que c'est peut-être des caries, des tulips dont il manque une tuile. Donc, en fait, il faut aller très très loin avant de trouver parfois le plan de table, des plans très très larges. Donc, certains des candidats, on pense qu'ils sont pas le plan. Il y en a d'autres, et c'est une slide que j'ai ici. Il y a des gens qui ont récemment étudié d'autres candidats. Donc, il y a Thompson, c'est un étudiant de l'UAP, juste avant que l'UAP décède, a étudié un autre candidat. Il a prouvé que la hauteur, c'est phi plus 4. Il a imité un peu ce que j'ai fait, en fait. Et il a prouvé qu'on peut le désubstituer en lui. Essentiellement, il se comporte un peu comme Jean-Pierre dans les drames. Et Casey Mann en a étudié un autre qui est différent. Et c'est drôle parce que le point ici, il est juste là, là. Et il y a une petite différence là, sur le petit triangle, il y a à droite. Il y a des petites variantes comme ça. Donc, ça, c'est des barrages qui sont similaires. Je pense qu'il faut aussi à regarder. Et c'est des questions ouvertes. Et le nombre d'or est associé à chacun ici. Oui, tu questionnes pas par une espèce de matrice pour redresser l'image. Ouais, La première fois, c'est la matrice de fréquence. ouais, puis finalement, tu arrives à des polygone. Est-ce que cette matrice-là est juste pas arbitraire dans le sens où euh, est-ce que tu pourrais espérer une autre matrice qui donnerait un autre ensemble de polygones? Ou bien non, c'est vraiment celle-là qui manque. Ben, oui, c'est ça. C'est des questions que je ne vais pas donner à la fin, mais c'est certain que cet exemple-là, il n'est pas tout seul. Il y en a plein d'autres associés au nombre d'or ou d'autres nombres algébriques, et il faut les trouver. Ça, c'est une question de caractériser cette famille. Mon hypothèse, c'est que si on veut avoir des partitions qui sont polygonales, je pense qu'on est restreint à utiliser des nombres relatifs. Parce que les intuitions qu'on a en une dimension, quand on regarde le premier exemple qui est public, qui généralise le Fibonacci, parce qu'il y a trigonométrie, son espace interne est 2D. Donc, l'espace physique, les atomes, c'est toujours des 1D, on a trois couleurs. Et quand on regarde l'espace interne, c'est pas un tore 1D, c'est un tore 2D qui est fractal. C'est la fractale de Rosy. Donc, l'intuition que moi, ça me donne pour les tuiles de Wang, c'est que si on a des tuiles de Wang qui satisfont une substitution pour la matrice d'incidence cubée, c'est pas une caractéristique de l'équipement, on va avoir un espace interne qui sera le produit de deux fractales de Rosy, qu'on va partitionner sous région fractale. Je pense que ça existe, je pense qu'on peut le faire. Il y a des résultats qui disent que pour toute substitution, on peut construire des tuiles de Wang. C'est-à-dire que le résultat de Moselle, c'est la fin des années 80. Et c'est très théorique, c'est difficile à construire, il faut trouver le filtre. Juste pour l'exemple de sur Fibonacci, c'est intéressant. Mais l'espace interne va être dans 4 dimensions, et ça va être difficile à visualiser. Et c'est pour ça que, je vais à la fin, là, il y a Yana Lepchova qui a fait une thèse avec moi, et je l'ai mis sur les systèmes de numération. Et ouais, c'est ça pour parler un peu de ces résultats. Bon, elle trouve des résultats où on vous donne n et m deux entiers, positifs ou négatifs, écrit par un automate. Quel tuile on doit mettre à cette position-là? Pour faire ça, il fallait généraliser les systèmes de numération, parce que souvent, les gens ils regardent que le cadran positif. Et là, il fallait généraliser donc, le système de numération de Fibonacci avec les nombres négatifs. Et la façon la propre de le faire, qui correspond à ce qu'on a besoin, c'est de faire comme le complément à deux. La représentation des nombres entiers dans un ordinateur, c'est le complément à deux. Il faut faire ça en Fibonacci. Et ça n'existait pas, en fait, faire ça. J'étais curieux
Je ne suis pas trop dans la littérature. Donc, on a appelé ça le Fibonacci complément. Et c'est ce système de numération-là qui permet de décrire quel atome est tout. Si on étudie les cubiques, on peut le faire par la géométrie. Par contre, on va pouvoir le faire par des outils de ce type-là, des automates. Il y a d'autres questions? Et je voulais te demander si je compte peut-être si on a un ensemble de règles, je me compte combien de façons il y a la suite de combien de façons avec cet ensemble d'études c'est un parallèle d'un rectangle de taille n. Ouais, c'est n par n. N par n ou n. Et est-ce qu'avec les tuiles, voilà, on a des suites intéressantes? À l'issue ben, la croissance sera. C'est des barrages de faible complexité. Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci, le nombre de motifs est proportionnel à la taille de la fenêtre. Donc, si vous regardez des tailles n par n, n carré, mais on va avoir c n carré pour cette croissance. Donc, ça, ce serait la croissance. C'est très loin d'exponentiel, peut-être que ce serait exponentiel. Donc, voilà. Ouais, proportionnel à la taille de la fenêtre. Après, savoir exactement combien il y en a n par 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, je ne sais pas, il y a peut-être des signes qui vont aller autour de la parabole. Mais on peut le calculer précisément avec la partition. Parce qu'on prend cette partition-là, le nombre d'atomes dans la partition, ça donne un nombre de trucs de taille invariante. Donc là, ici, on a 3 plus 3, 36, 6 au carré. Et après, si on veut faire le nombre de dominos, on intersecte cette partition. On va faire cette partition-là avec la même partition. On a agi par l'action horizontale. Donc, on raffine, on compte le nombre d'atomes, ça nous donne le nombre de dominos. Après, une fois qu'on a celui-là, on peut raffiner verticalement, donc ça nous donne le nombre de par 2, et ainsi de suite. Donc, au moins, on comprend le barrage ici. Ça, c'est vraiment l'outil fondamental. Si on veut calculer la complexité du barrage, on peut calculer ça. Donc, il s'agit de trouver le nombre d'atomes dans cette partition. Il y a certains des atomes qui sont beaucoup plus petits que d'autres. Et comme c'est uniquement hermétique aussi, le volume de chaque atome donne la fréquence de chacun des huiles. Il y a des petits atomes, on peut imaginer des calculs où on va tout voir. Autre question? Bon, on a la description aussi, donc on peut poser nos autres questions à Sébastien pour la description. Alors, on peut remercier Sébastien.